Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider. L'ouverture de la session US sur le marché des changes et surtout à l'instant la publication de l'enquête ADP aux États-Unis solide. Alors je vais la remettre dans son contexte, vous rappeler de quoi il s'agit et vous inviter à vous projeter sur le rapport officiel sur le marché du travail aux États-Unis qui sera publié demain. Ça soutient le dollar américain. Pourtant, suite hier à la publication des minutes de la Réserve fédérale aux États-Unis, la probabilité implicite de voir la Fed relever ses taux, donc on part en fait du prix des contrats futurs qui traitent sur le sous-jacent du taux d'intérêt des Fed Funds, la probabilité de voir la Fed relever ses taux, l'une des 4 dernières réunions de politique monétaire qui restent cette année aux États-Unis. Donc le 27 juillet, le 21 septembre, le 2 novembre et le 14 décembre, c'est réduite à 12%. Et pourtant, le dollar américain monte. Il est vrai que sur le marché des changes, les choses ont évolué depuis le 24 juin dernier. Deux choses majeures ont changé. La livre sterling est perçue désormais comme une devise clairement risquée. Et surtout, le dollar US bénéficie d'un attrait en lien direct avec la défaveur qui concerne les devises européennes. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut prendre un peu de recul avec les anticipations liées à la Réserve fédérale. Quand bien même elle ne relèverait pas ses taux, en face de ça, vous avez des banques centrales qui font tout le contraire. Et normalement, la semaine prochaine, la Banque d'Angleterre abaisse ses propres taux. Alors, comment, du coup, sur quel catalyseur fondamental se baser pour envisager la dynamique du dollar américain? Eh bien, comme d'habitude, la macro US, et notamment les chiffres du marché du travail. Et à l'instant, donc on va aller sur le calendrier économique d'DailyFX, on vient de prendre connaissance de l'enquête ADP. Alors l'enquête ADP, je vous rappelle de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas du rapport officiel du ministère du Travail américain. Il s'agit d'une société privée RH qui gère des contrats de travail, à peu près 18% de la population active aux États-Unis. Donc sur cette couverture, eh bien, l'ADP annonce 172 000 créations d'emplois. C'est largement supérieur au consensus, c'est donc un bon chiffre. Et ça va dans le sens hier de la publication d'indices PMI non manufacturiers au mois de juin, supérieur aux attentes, notamment dans sa sous-composante emploi. Alors, attention tout de même, rappelez-vous en mai, l'enquête ADP n'avait pas du tout anticipé le rapport NFP. Voilà donc pour l'introduction. On va continuer. On va bien sûr commencer donc par couvrir le dollar américain. Je parlerai, comme chaque jour, de la livre sterling. J'ai le sentiment que l'euro GBP pourrait bientôt former un support technique. Alors, j'ai pas encore cette conviction, mais on commence à réagir favorablement sur 0,8490, le premier niveau de pullback, la moyenne mobile à 20 jours. Ça peut être un niveau d'entrée. Donc, on va se concentrer dessus. Les marchés actions américains ne sont pas les marchés actions de la zone euro, qui n'est pas encore la bourse de Londres. La politique monétaire, la tendance de la devise crée des comportements relatifs, des phases de sous- et surperformance selon les zones géographiques. Alors, vous avez bien sûr noté ce matin la faiblesse du rebond technique en Europe, la bourse de Londres qui a réagi sur un bon support, et Wall Street perché. Allez, c'est parti, on attaque. On attaque par le dollar américain. Alors, il n'y a pas non plus une volatilité énorme. L'enquête ADP n'est pas le rapport NFP. Et d'autre part, même si la macro américaine est solide, la Fed a quand même de plus en plus mentionné les risques externes à l'économie US qui neutralisent en partie donc son cycle à venir des taux d'intérêt. Alors, au moment où je vous parle, à peu de choses près, par rapport au morning meeting de ce matin, sur le plan technique, rien n'a changé sur le dollar US. Il était sur support le 5 juillet, il était sous résistance le 6, et là il est en plein milieu de son range trading. Donc en termes de tactique, je vois pas réellement comment on peut intervenir là sur l'US dollar index. L'USD yen, eh bien peu de nouveautés depuis ce matin, toujours sous sa toute première résistance, ici en cours de clôture. Volatilité réduite finalement, mais toujours première résistance à 102. Bon, rien n'a changé sur ce plan-là. Alors par contre, il y a des choses intéressantes qui se passent sur les devises matières premières, alors qui réagissent favorablement à deux facteurs. Tout d'abord, le rebond technique, enfin la reprise
sur support des matières premières industrielles, notamment du gaz naturel, du pétrole Brent et du pétrole brut. Alors cet après-midi ça tombe bien puisqu'on attend la publication des stocks de pétrole brut aux États-Unis et la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Sur le plan technique, pour répondre justement à la question de Farid qui me demande l'AUD-USD et le NZD-USD, c'est haussier. Mais c'est haussier dans des marges réduites. Je vais juste ajouter ici une moyenne mobile, la moyenne mobile à 20 jours. Et je vous rappelle donc peu de nouveautés finalement par rapport au point de marché qui vous a été proposé ce matin. Vous pouvez quand même apprécier la reprise de l'Aussie dollar sur la moyenne mobile à 20 jours qui est donc positionnée ici. Bon, c'est vrai qu'hier on a un chandelier qui est pas horrible, mais l'idée c'est quoi? C'est d'aller chercher cette trendline, c'est pas énorme. On peut aussi utiliser une extension de Fibo. Voilà, donc voilà, ça donne le 61,8 ici, c'est pour faire du 0,76. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sans grande conviction pour autant, mais un petit 0,76 en gérant son risque sous la mèche basse d'hier. USD-CHF au même niveau que ce matin, donc réellement là, je pense qu'il y aura peut-être davantage de vols d'ici une petite heure, mais bon, on a quand même un bon chiffre américain, donc l'idée c'est toujours de voir le taux de change USD-CHF confirmer la formation de ce petit support à 0,9738 et demain avec un rapport NFP qui confirmerait tout ça, taper un 0,98, mais là je vous annonce des objectifs de cours qui sont à 30 ou 40 points, donc c'est juste pour vous montrer à quel point il n'y a pas de tendance forte actuellement donc sur ces paires majeures que sont donc l'USD-CHF, la UD-USD ou le NZD-USD. Malgré tout, j'apprécie toujours l'USD-CHF plus que l'euro-dollar. C'est-à-dire que si ma stratégie consiste à chercher à acheter le dollar US face à une devise européenne, vous avez le choix, hein. Vous avez la livre sterling, l'euro ou le franc. Alors la livre sterling, bon ok, on connaît son problème actuel et on va s'intéresser aux résistances. Mais entre le franc et l'euro, je pense que la cible peut-être la plus évidente serait le franc, tout simplement parce que les taux obligataires sont beaucoup plus bas en Suisse qu'au sein de la zone euro. Donc moi j'apprécie la formation de ce petit support et si tout va bien, remonter vers cette trendline, voire vers du 0,9836 avec un rapport NFP qui serait pas mauvais. On peut gérer son risque sous ce niveau de support. L'USD4 baisse et devrait encore baisser car le rebond du pétrole est satisfaisant. On en a parlé ce matin dans le Commodities Market Report, on peut probablement aller à 49 $. Ça va dépendre aujourd'hui en grande partie de la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Alors ces stocks de pétrole aux États-Unis seront publiés à 17 h. Vous allez les débriefer avec Sylvain à 17 h 30 d'ailleurs dans la closing bell. De même que les stocks de gaz naturel à 4 h 30. Donc voilà, ça sont des choses qui vont agir. Pourquoi ça pourrait faire monter le prix du pétrole et donc faire baisser l'USD CAD, ou en tout cas faire monter le CAD? Alors on peut regarder le GBP CAD par exemple. Si vous pensez que le prix du pétrole peut être fort, les devises qui est faible c'est le GBP, on va regarder le GBP CAD, peut-être plus intéressant que l'USD CAD. Mais ça déstocke depuis quelques semaines et là le consensus Bloomberg pour l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis pour la première semaine de juillet, c'est à nouveau un déstockage à la fois des stocks de pétrole brut et à la fois des stocks d'essence. Donc moins 2 250 000 barils pour les stocks de pétrole brut et moins 500 000 pour les stocks d'essence. Donc en l'état, si ces deux compartiments déstockent, le pétrole brut et l'essence, donc c'est la transformation du pétrole brut, l'essence, si les deux déstockent, il y a tout pour faire remonter le prix du pétrole au moins à 49 $, ce qui correspond à une ligne chartiste. Ce qui devrait donc exercer une pression sur l'USD CAD, mais je vais quand même vous inviter à peut-être chercher à acheter le CAD face à des devises faibles. Bon, regardez le GBP CAD. Le problème du GBP CAD, c'est que c'est juste monstrueusement baissier. Mais ça peut baisser davantage. Moi j'aurai un niveau technique que je surveille, qui est une zone horizontale. Je vais juste monter ça. Voilà, hop. Voilà. Donc, il n'y a pas de div. À l'époque, on avait mis énormément de temps à sortir par le haut de ce range.
On avait fait d'ailleurs sur le GBP CAD, je vais mettre le watermark, vous allez y voir plus clair, vous avez cette zone triangulaire. Je vais juste ajouter le watermark comme ça va vous parler davantage. Hop, voilà. Hop. Donc ça c'est la cible. La grosse cible, il n'y a pas de div, rien, 1,6472. Je pense que le marché peut y aller. Et un pétrole qui continuerait de se renforcer à court terme peut parfaitement nous ramener cet actif en direction des 1,64. Tout ça pour vous dire que c'est beaucoup plus tendanciel qu'un taux de change USD4 qui est prisonnier d'un espèce de triangle avec toutes les moyennes mobiles à plat, un RSI qui oscille autour de 50. C'est pas évident de le trader dans cette phase de range. L'euro-dollar, bon, pas beaucoup de volatilité aujourd'hui. Admettons tout de même que sous les 1,1130, alors pourquoi je m'intéresse en fait à ces 1,1130 dollars, 1,1120 pardon, parce que donc, pour vous rappeler donc l'euro-dollar, on avait ce canal haussier dont on sort par le bas avec le Brexit, on a retracé 50%, on construisait une espèce de petit biseau ascendant, le cours a échoué sous 1,12 qui était donc le pullback sur le canal, le cours a rejeté sous la moyenne mobile à 20 jours, donc moyenne mobile arithmétique, rejette, il est sorti par le bas le 5 juillet, mais hier on a une mèche basse, malgré tout, tant qu'on est sous 1,1120, il y a un risque baissier. Un risque baissier sous 1,1120, d'autant plus que cet après-midi, les statistiques américaines sont solides. Seulement 254 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage contre 270 000 attendues, ça vient de tomber. 172 000 créations d'emplois selon l'ADP en juin, et le chiffre du mois de mai est révisé en hausse à 168 000 créations d'emplois. Alors ça ne veut pas dire que le rapport NFP demain sera très bon, mais en tout cas là on a quand même de bons chiffres pour le marché du travail US. Donc voilà, sous les 1,1120, l'euro-dollar est plutôt baissier. Et au-dessus des... Alors, retrouver, c'était les 0,97. Voilà, au-dessus des 0,9740. Moi, je suis plutôt acheteur de l'USDCHF. Pour viser, je vais passer en plein écran. Donc, déjà, là, vous avez la jambe de hausse du Brexit, on a retracé 50%. Avec un superbe support qui s'est formé sur 0,9680 francs. Et là on fait un beau rebond, donc ouais, moi je serais plutôt encore acheteur du dollar US face aux devises européennes, ce qui signifie plutôt acheter l'USDCHF ou vendre l'eurodoll. Alors, le taux de change GBP-USD a-t-il fini son pullback? C'est possible. Le GBP est à nouveau sous pression à l'ouverture de la session US. En données 4 heures, vous constatez la moyenne mobile à 20 périodes ici qui commence à ajuster à la baisse. Bon. Quid de l'euro GBP si le GBP USD est à nouveau sous pression? L'euro GBP a peut-être enfin trouvé son support. Je vous en ai parlé ce matin, j'envisageais d'acheter 0,8490. On est revenu sur le support et ça commence à rebondir. L'avantage de ces 0,8490, c'est que cela correspond à la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Donc pour les stratégies de swing, ça a un relatif impact. Et surtout, c'est le premier support horizontal, face à une devise qui a quand même une bonne chance de rester sous pression. En données horaires, regardez ce qu'a fait l'euro GBP à la clôture de 14 heures. Il a fait un marteau. C'est la première fois qu'on fait un marteau depuis la baisse qui a commencé hier. Ouais, peut-être que l'euro GBP là fait un point bas. En tout cas, si éventuellement vous partagez cette opinion, vous êtes obligé de gérer votre risque sous 0,8489. Donc en mettant le stop juste en dessous de 0,8489 GBP pour envisager une remontée en haut là, donc vers ces récents sommets du taux de change euro GBP. Le GBP Yen qui fait donc une mèche haute sous sa première résistance à 131,55. Je me méfierais toujours des paires en yens, mais pourquoi pas envisager bientôt la reprise de la baisse. Après, c'est certain que je préfère largement chercher des supports sur l'euro GBP. Ensuite, des résistances sur le GBP USD. Et ensuite, des résistances sur le GBP Yen. Le GBP CAD est intéressant, sauf que lui, c'est tellement la chute libre. Mais pourquoi pas? Le GBP est faible, le pétrole rebondit, la Fed montera pas ses taux, ça peut soutenir le CAD, et donc voilà, à ce moment-là, entretenir la baisse du GBP CAD en direction des 1,64. Il y a tout un tas de stratégies possibles. L'idée, c'est de soigner son timing. Et moi, le timing le plus évident que je vois à l'ouverture de la session US, c'est la formation de ce support sur l'euro GBP. Donc à 0,8489. On verra.
Ce qui est certain, c'est que si ça vous plaît, il faut gérer votre risque là-dessous. Et si ça passe en dessous, il faut plus y être. Alors, on va maintenant passer sur les indices boursiers tout de suite. Je vous la disposition et ensuite on repasse sur les matières premières. On clôturera d'ailleurs le point de marché avec les matières premières et notamment le gaz naturel et le pétrole brut US avec la publication des stocks tout à l'heure, donc à 16h30 et à 17h. Le DAX en données horaires, décidément qu'est-ce que c'est faible l'Europe. 9512 points et ça rebaisse. Cassure de cette trendline. La baisse reprend. Techniquement, c'est hyper faible l'Europe. Bon, bah peut-être ça a déjà réengagé. Moi j'ai expliqué ce matin que c'est l'Europe un marché à ne pas acheter. Sauf peut-être le comment dire la bourse de Londres qui a formé un support sur 6430 et qui bénéficie de la baisse de la livre sterling. Mais honnêtement, quitte à s'intéresser à un marché boursier à l'achat, je vous avais ici sous les yeux, ce graphique est très parlant, le S&P 500 en données journalières et juste au-dessus, l'Eurostoxx 50 en données journalières. Ça n'a rien à voir. Regardez l'Eurostoxx 50 là, qui commence à échouer sous sa première résistance à 2813 points, alors qu'hier, les indices US perchés ont fait une belle séance. Alors malgré tout, c'est vrai qu'on a une belle séance sur le Nasdaq 100. Ça peut pousser, hein, mais il va falloir dépasser cette oblique. Le S&P 500, lorsque je vois le chandelier d'hier, j'ai pas envie de le vendre. Je préfère vendre du DAX ou un autre marché, mais bon, pour les personnes qui ont pu profiter de la reprise hier de Wall Street, il faut bien comprendre que voilà, il faut absolument pas repasser en dessous. Et le DAX, sa première résistance daily en fait à 9515, elle agit déjà à la baisse. Je vais juste regarder la tête. Alors il est 14h36. Le chandelier H4 n'est pas encore fait hein, sur le DAX. Ça pourrait être bientôt un avalement baissier H4. Donc il faut attendre. Mais voilà, quelque chose comme ça là. Si on avait ça sur le DAX en H4, c'est quand même faible. Et d'ailleurs, si je me tourne vers le CAC 40 en H4, voilà bon, ça peut là aussi commencer à... Il faut clairement surveiller la clôture de 15 heures. Alors, je regardais la moyenne mobile à 20 heures là sur le CAC 40. Et ça peut faire sortie par le bas de cette espèce de petit drapeau. Mais alors, regardez un peu là sur le DAX et le CAC, le rôle de la moyenne mobile à 20 heures. Ça me paraît pas mal pour donner un signal de trading. Je vais me mettre ici en bleu. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Donc, alors le GR30 actuellement teste sa moyenne mobile à 20 heures. S'il la brise à la clôture de 15 heures, c'est fini. On retombe en bas. Attention donc, surveillez là. Ça vaut le coup, je pense, d'attendre la clôture de 15 heures. Tant sur le CAC 40 que sur le GR30. On peut regarder son positionnement sur l'Eurostoxx 50. Et regardez l'Eurostoxx 50, il est pile poil dessus. Elle est bien cette MM20 heures. Elle a bien accompagné les tendances récentes. Donc là, si on repassait en dessous, ça voudrait dire que le rebond technique est déjà terminé en Europe. Pour montrer à quel point c'est un marché qui est actuellement en défiance hein, pour les investisseurs. Donc à surveiller. C'est parti. Donc voilà, moi c'est parmi les signaux de trading, c'est ça que je vais regarder en premier. Donc MM20 heures, si elle cède, je pense que le marché, d'une part on va repasser en dessous, elle conserve une pente baissière. Là actuellement on la teste. Le GR30 il est vraiment pile poil dessus, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout à l'heure. Bon, les indices US, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après le chandelier d'hier, c'est difficile de vouloir les shorter. De toute façon, il n'y a pas vraiment de... Alors, bon, éventuellement, sur le Dow Jones, c'est vrai qu'il y a cette oblique. Sur le S&P 500, on a des petites obliques de résistance. Bon. Et on la retrouve aussi sur le Nasdaq. Donc, cette petite oblique descendante.
ici sur le Dow Jones, ici sur le SP500. Mais voilà, il s'agit de Wall Street, euh, qui a cette faculté à rebondir quand on l'attend plus et à casser des résistances quand on croit que la résistance peut agir à la baisse. Ce que regardent les traders aux États-Unis, bien sûr, le Brexit, etc., etc., mais ils regardent surtout la Fed. Si la Fed met en évidence tout un tas d'arguments pour ne pas relever ses taux, aux États-Unis, ils vont payer le marché action. Donc même si ce sont des petites résistances chartistes, moi je tiens surtout compte à Wall Street de la séance d'hier, avec une superbe clôture suite à la Fed. Par contre, hein, pour les stratégies de vente, regardez en Europe, là, alors, on est en reprise technique depuis hier. On retrace un peu la reprise technique. Vous avez un indicateur de tendance, la moyenne mobile à 20 heures. Au-dessus, en clôture horaire, on peut encore repartir. On la brise à la moindre clôture horaire qui voit cette moyenne mobile être brisée. Notamment sur l'Eurostock 50, regardez, on la travaille. Hein. L'Eurostock 50, il est dessus là. Donc au-dessus, ça peut tenir. Voilà, ici, Eurostock 50. Ici, le GR30. Voilà. Donc au-dessus, ça peut tenir. En dessous, c'est fini. C'est l'éclairage que je peux vous livrer. J'ai pas là davantage de choses à vous dire dessus. Ok, matière première maintenant. Ah, attendez, oui, c'est matière première. Alors le pétrole toujours bien orienté, depuis le rebond hier sur le support à 45,80. Alors on a eu un beau chandelier 4 heures ce matin, là ça peine un peu. Il y a peut-être eu un petit coup de faiblesse parce que les chiffres pour le dollar US étaient plutôt bons. Maintenant voilà, ça va jouer sur les stocks de pétrole. S'il y a à la fois un déstockage, des stocks d'essence et des stocks de brut, alors l'essence hein, c'est un travail des stocks de brut pour que ce soit compatible avec le moteur à explosion tout simplement. Mais ce sont quand même deux stocks, deux évolutions de stock qui sont surveillées. S'il est deux à la fois des stocks, ça fait partie des éléments qui peuvent aller nous le faire remonter à 48,50, voire 49. En tout cas sur le plan technique, il n'y a pas photo, c'est bien ce qu'on a fait hier, c'est très similaire à la phase de reprise du 17 juin et à la phase de reprise du 27 juin. Et le fondamental qui se cache derrière cette reprise du prix du pétrole, c'est les nouvelles anticipations liées à la Fed et cette anticipation d'un double déstockage sur une base hebdomadaire des stocks de brut et des stocks d'essence. Le gaz naturel, c'est la même chose, formation d'un support à 2,70 $ à court terme, potentiellement une divergence haussière cachée en D1, mais oui, bah oui, il y en a une, et surtout vous avez en bougie japonaise un beau marteau, le chandelier d'hier, bon pourquoi pas, repartir à l'assaut de la résistance à 3 $. Donc la résistance à 3 $ qui est un chiffre rond et qui a récemment bloqué la progression des cours. Alors, les métaux précieux sont en range, ce qui montre à quel point ils sont solides, en range alors que le marché action bondit, où se trouve un bon support sur l'argent et l'or. Le support ultime sur l'argent, sur l'or, ce serait 1300 $. On va pas y aller aujourd'hui. Hein. Bon, ça dérive à plat. Là, je vois qu'on tente de se stabiliser sur MM20H4. Premier support ici à 1358. Voilà, on a un autre à 1337. La seule chose qui me gêne à court terme sur le gold, c'est l'éloignement franchement des toutes premières moyennes mobiles. Alors, il y a peut-être non, il n'y a même pas de diff, c'est même pas ça, c'est même pas une diff, ça reste solide. Hein. C'est vrai que c'est un marché qui est bien capable de tenir d'entrer les 1358. Surtout si le marché action devait être à nouveau sous pression. Voilà. Et les 20 $, j'ai expliqué ce matin que c'était pas un support sur l'argent. Alors l'argent sur lequel on peut commencer à observer ce petit range, lui dérive, c'est quand même beaucoup plus volatile que l'or, vous le voyez sur les bougies H1, les 19,45 en premier support,
On va ajouter une moyenne mobile et on va repasser sur le Forex ensuite pour conclure tout ça. Voilà, hop. Bon, celle-là elle est brisée. Marque un peu le pas dessus, hop, voilà. Bon, la 50. Le vrai niveau technique qui me paraît évident sur l'argent, ce sont les 19,45, pas réellement avant. Bon, l'or par contre est quand même plus résilient. Petite ligne de tendance qu'on peut essayer d'attraper comme ça brièvement. Je regarde là, ouais. Non. Sur le court terme, c'est pas le moment encore d'y revenir. C'est pas la séance pour. C'est pas la séance pour. Attendez, laissez-moi regarder deux trois petites choses. Ok. Alors je repasse sur le marché d'échange. Hop. Bon, il y a un attrait léger pour le dollar, mais c'est pas non plus énorme, hein. Malgré tout, il y a quand même des bons fondamentaux là cet après-midi pour l'économie US. Écoutez, moi la chose qui me paraît intéressante à retenir dans ce webinaire, c'est le beau support du pétrole et potentiellement un point bas actuellement en formation sur l'euro GBP. J'aime bien le rebond sur 84-89, ça peut se payer, on gère son risque 30 points en dessous, si c'est le bon support ça doit marcher maintenant. Et c'est donc sur ce graphique de l'euro GBP que je vous laisse. Nous sommes jeudi, donc vous retrouvez Sylvain à 17h30. Il va vous débriefer le pétrole notamment, parce qu'il avait une stratégie d'achat, et ainsi que la séance. Bon après-midi et à plus tard.